Chers amis internautes, ça, c'est le genre de plateau concret, pragmatique. Je remercie Sogeti, en la personne représentée en la personne d'Edouard Janson, d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. C'est un plateau technique, c'est un plateau concret et pragmatique, disais-je, parce que ciblé pour des experts, préparé par un expert, et vous allez, Edouard, nous parler des nouvelles contraintes réglementaires pour les opérateurs d'importance vitale. Les nouvelles contraintes. Alors, est-ce que vous pourriez simplement nous dire ce qu'il y a de nouveau, le chemin parcouru, et pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Alors, au mois de décembre est passé au Parlement la loi de programmation militaire. Et dans la loi de programmation militaire, il y a un article, l'article 15, qui est dédié aux opérateurs d'importance vitale. Alors, je fais souvent le lapsus de les appeler les opérateurs d'infrastructure vitale, parce que c'est le cas. Il y a 200 opérateurs en France, qu'on dit opérateurs OIV, opérateurs d'importance vitale, à peu près répartis 220 ou 120 pardon, dans le secteur privé et donc 80 dans le secteur public, qui au quotidien traitent des informations sensibles, agissent sur des systèmes extrêmement sensibles, typiquement une banque, typiquement un opérateur de téléphonie, typiquement une société de transport, sont des opérateurs d'infrastructure vitale. Quand on s'intéresse à ces OIV pour les intimes, est-ce que les mesures et les dispositifs réglementaires qui sont mis en place ne concernent que ces OIV ou est-ce que c'est intéressant pour les autres aussi? Alors, aujourd'hui, ces mesures qui sont dans cet article 15, qu'on détaillera par la suite, concernent que ces OIV. Mais des OIV travaillent avec des clients en amont et des fournisseurs en aval qui vont forcément être sensibilisés et devoir mettre en pratique ces mesures. Et le but, c'est que ça fasse tache d'huile chez les non-OIV. C'est un début. Faire évoluer un contexte, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la sensibilisation, et l'affaire Snowden nous y aide bien. Et faire évoluer un contexte, il y a les contraintes réglementaires. Et il y avait déjà des contraintes réglementaires dans le monde des banques et de l'assurance. On parle de Sarbanes-Oxley, de BAL 2. C'est les premières contraintes réglementaires en France sur les opérateurs d'infrastructure vitale. Alors, je voudrais simplement vous demander ce qui est à la base de tout ça, fondamentalement. C'est-à-dire que quand des mesures réglementaires évoluent, c'est bien parce qu'on a fait un diagnostic et on s'est dit qu'il fallait qu'un certain nombre de choses évoluent. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les causes, les sources de ces évolutions? Alors, en essayant même de nous donner des anecdotes très concrètes qui ont peut-être servi de révélateurs. Très simplement. La base, c'est le livre blanc de la défense nationale. Quels sont les risques pour notre pays? On avait le risque de guerre, le risque d'espionnage, le risque de terrorisme. Maintenant, avec le même niveau, il y a le risque d'une cyberattaque. On parle de quoi? Mais je veux dire, ça on le savait déjà. Qu'est-ce qui s'est affiné dans le risque de cyberattaque? Dans la dernière version du livre blanc, c'est le même niveau de priorité que le terrorisme. Ce n'était pas le cas avant. Voilà. Donc c'est ça qui s'est affiné. Et deuxièmement, un exemple. Aujourd'hui, nos centrales nucléaires, ou demain, nos centrales nucléaires, nos puits de pétrole aujourd'hui, sont connectés au réseau Internet. Pourquoi? Pour connaître la production de tel puits par rapport à tel autre. Imaginez un terroriste, imaginez quelqu'un de malveillant qui veut prendre la main sur une centrale d'épuration d'eau et modifier le taux de chlore. Il y a eu un cas en Pologne d'un jeune qui, en bidouillant sa télécommande de télé, a fait changer un aiguillage au moment du passage d'un tramway en Pologne. Et il y a eu des morts. On parle de sujets concrets où il y a des morts à l'arrivée. Donc on n'est plus dans le virtuel, on n'est plus dans le concept, on est dans quelque chose de... Et c'est un vrai risque aujourd'hui pour l'État français. Et c'est pour ça que ces mesures sont là. C'est pour que ces 200 opérateurs d'infrastructure vitale ou d'importance vitale puissent mettre en œuvre les mesures qui sont nécessaires pour protéger nos concitoyens. Alors merci parce que vous me donnez la transition idéale. Vous parlez de mise en œuvre. Alors quels sont les écueils, les obstacles, les difficultés que l'on peut rencontrer dans la mise en œuvre? Bon, soyons clairs, d'un dispositif d'une complexité mais ahurissante. Déjà simplement, aujourd'hui, si un des opérateurs d'importance vitale est attaqué, on ne le sait pas. Il ne le communique pas. Si cette attaque a pour but d'attaquer plusieurs membres de la même filière, plusieurs opérateurs de téléphonie par exemple, ou plusieurs transporteurs, ça serait bien que ces incidents soient signalés à l'ANSSI, que l'ANSSI puisse coordonner. Attendez, je vous coupe. Vous dites ça serait bien. C'est le but. Oui, dans les mesures, il y a une obligation dans les mesures. Voilà, donc c'est pas ça serait bien. Bah oui. C'est obligatoire. Ça sera obligatoire en 2015. D'accord. Il y a des groupes de travail qui sont en cours sur l'année 2014 pour travailler là-dessus.
Et en 2015, une fois que les décrets seront placés, ça sera obligatoire pour les importeurs, les OIV, de communiquer, ce qui n'est pas le cas De aujourd'hui. communiquer alors auprès de qui, comment, sous quelle forme et jusqu'à quel niveau de transparence, s'il vous plaît? Alors, à qui on sait aujourd'hui, ça sera communiqué auprès de l'ANSSI. Comment, c'est pas en cours de définition. Et sur quel degré de granularité, c'est pareil en cours de définition. Pourquoi? Vous savez que vous nous tendez la perche pour qu'on vous réinvite parce que vous allez avoir beaucoup de choses à nous expliquer pendant toute l'année 2014. Hein. C'est fait pour. Non, parce que, C'est en le plus, teasing. moi qui vous dis ça en tant que modeste présentateur, très sincèrement, c'est passionnant. Vous nous donnez des anecdotes sidérantes, comme l'exemple auquel vous avez fait référence, la télécommande qui agit sur un aiguillage de train, c'est impressionnant. Mais vous comprenez aussi que c'est aussi ça le principal écueil, Oui. c'est la complexité de la chose. Mais vous comprenez aussi que la complexité dans la mise en œuvre. Oui. Typiquement, sur une banque qui est un OIV, la problématique, ça va être d'extraire des données. Si on extrait les données des comptes des banques, alors que sur un industriel, on n'est pas du tout sur cette problématique-là. On est sur comment je prends la main. Donc, ce n'est pas les mêmes problématiques pour les 200 OIV. Et donc, les groupes de travail de cette année, c'est un peu de mettre ça en œuvre. Et avec des granularités différentes en fonction des typologies d'OIV. Ce n'est pas un sujet simple, c'est un sujet un peu complexe qui nécessite la mise en place de plusieurs acteurs du système. Alors, je voudrais néanmoins comprendre, c'est l'occasion idéale de mise en légitimité de la marque Sogeti Alors, que vous représentez. Parce que là, on comprend l'enjeu et vous êtes très pédagogue et très clair, d'accord? Mais quel est le rôle que vous jouez? Quelle est votre, je dirais, votre valeur ajoutée dans ce processus, bien sûr, pour qu'on comprenne votre métier? alors, dans les 4 mesures de l'article 15 qu'on n'a pas eu le temps de détailler, il y a la mise en œuvre d'un système de supervision des équipements de sécurité. Ça devrait être fait sur le territoire national par des prestataires de confiance, soit par l'entreprise elle-même, soit par des prestataires de confiance. Il y a une troisième mesure qui est... Juste, qu'est-ce qui définit un prestataire de confiance? J'y rapidement? viens. Ok, d'accord, voilà, parce que... Il y a une troisième mesure qui est de faire des audits. L'ANSSI pourra lancer des audits qu'elle fera aussi réaliser à des prestataires de confiance. Donc aujourd'hui, l'ANSSI a labellisé des prestataires de confiance pour réaliser des audits et Sogeti fait partie des 4 prestataires de confiance pour les audits. L'ANSSI est en train de labelliser des prestataires de confiance sur la notion de supervision des équipements de sécurité et Sogeti y concourt. Et c'est vraiment ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, comment adresser des clients internationaux sur ces mesures pour pouvoir les accompagner dans les différents pays et pouvoir mettre en place avec des sociétés de confiance qui vous empêchent demain dans votre garage de vous auto-promulguer société d'audit. Quelle est la différence entre un hacker et un pirate? C'est exactement la même Alors, chose. je voudrais rester sur cette notion de prestataire de confiance, hein, puisque bon, c'est un label qui doit faire des envies, je veux dire. Bon, alors comment est-ce qu'on devient prestataire de confiance? Alors, comment on devient un prestataire de confiance? Déjà dans la relation qu'on peut avoir et avec ses clients et avec les autorités. 2, avec le niveau d'expertise que vous avez dans votre entreprise. Le but, ce n'est pas un label pour une entreprise, c'est la labellisation sur des profils et sur des compétences. Et en permanence, avoir le bon niveau d'expert, le bon niveau de compétences, le bon niveau de formation, de remise en cause, de veille. C'est un sujet qui évolue tout le temps. Les attaques qu'il y avait il y a 6 mois, ce n'est pas les attaques qu'on aura dans 3 mois. Donc en permanence, se tenir au courant, avoir des équipes d'ethical hackers qui ont un pourcentage de leur temps pour regarder ces nouvelles types d'attaques, tester les nouveaux outils, qui font de la veille. C'est tout ça qui fait un prestataire de confiance. Je vous dis merci au nom des hackers qui en ont souvent assez que le terme hacker soit associé à celui de cyberattaquant. Vous parlez de ethical hacker, d'ailleurs pour eux c'est un pléonasme, mais en tout cas merci. Alors, parce qu'on en parle beaucoup un petit peu. Voilà, j'utilise le pléonasme pour le grand public. Pour moi, il y a deux choses différentes. Voilà. Il y a hacker et pirate. Voilà. Et pour moi, celui qui est un hacker n'est pas un pirate. Voilà. Et la différence entre les deux, c'est le contrat. Et c'est l'épaisseur du contrat. Merci pour cette parenthèse qui est toujours utile. Hein. Alors, mes 2 dernières questions sont liées au déploiement de ces dispositifs. Juste avant que je ne vous interrompe pour comprendre la notion de prestataire de confiance, j'allais justement poursuivre sur le sujet des OIV et de la manière dont elles allaient devoir s'organiser pour se concerter. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du comment? Alors, la loi est votée. Pour qu'une loi soit mise en œuvre en 2015, il faut des décrets d'application. Et entre la phase où la loi est votée et la promulgation des décrets d'application, il y a des groupes de travail pendant 6 mois, pilotés par l'ANSSI, pour faire travailler ces différents OIV entre eux et définir les mesures qu'on peut adresser dans une banque, qu'on peut adresser dans l'industrie du transport ou dans l'énergie. Une question toute simple, de retourner la question.
Une banque qui aujourd'hui est multinationale, qui va être OIV en France, mais OIV aussi dans un autre pays, qui peut avoir son centre de sécurité en France, mais qui peut aussi l'avoir à l'étranger. La problématique est complexe quand même. Est-ce qu'elle répond à la France? Est-ce qu'elle répond au pays? Est-ce qu'on met un centre dans chaque pays? On est dans une notion de réduction des coûts en ce moment où c'est des centres mutualisés. Là, on va peut-être contraindre les banques à avoir des centres dans plusieurs pays. Tous ces sujets sont sur la table. Ces groupes de travail sont en cours. Une société comme Sogeti y participe, apporte son expertise, parce qu'aujourd'hui, on adresse aussi bien des banques que des industriels. Si vous me permettez l'expression, il va bien falloir faire le between, parce que qui dit concertation dit quand même aussi un peu d'intermédiation pour que le message soit intelligible et qu'on parle bien le même langage. Voilà. On est d'accord, c'est ça. Et les consultants sont bien là pour ça. Voilà. Et donc, Alors, bon, dernière question. Est-ce qu'on ne risque pas, dans la mise en œuvre et même dans l'évangélisation, la nécessaire évangélisation autour d'un tel dispositif, d'être confronté à un rejet ou une relative incompréhension de la part de la société civile? Le meilleur exemple, c'est l'actualité. On est aujourd'hui à Lille, dans un forum international sur la cybersécurité, où le but, c'est d'échanger sur la problématique, de sensibiliser. Ce soir, à 18 h sur la Grande Place, il y a une manifestation de personnes qui pensent qu'on est un forum de gens qui surveillons l'Internet, qui sommes là pour sécuriser l'Internet et le protéger, alors que ce n'est pas du tout le cas. Effectivement, il y a un grand risque. Effectivement, quand vous mettez ces mesures pour protéger un système d'une attaque, ça peut être aussi, comme toujours, le verre à moitié plein ou à moitié vide, être vu comme ils vont le protéger, ils vont contrôler ce qui est. Donc il peut y avoir un rejet. Et donc effectivement, toutes ces mesures doivent être accompagnées d'une communication mise en œuvre par l'État, mise en œuvre par l'ANSSI, mise en œuvre par les industriels. Aujourd'hui, on commence à dispenser des cours dans les différentes facultés, quel que soit le sujet, pour sensibiliser à cette problématique, pour pas qu'il y ait un rejet. Le but, ce n'est pas de contrôler l'Internet, le but, c'est de le sécuriser pour éviter une attaque d'un terroriste ou de quelqu'un qui veut s'amuser. Si je peux me permettre, Edouard, vous parlez de sensibilisation. Moi, je vous répondrai intelligence collective. Vous savez que là, vous êtes chez les promoteurs du concept de Web TV collaborative. Alors, en synthèse, puisque l'heure tourne et qu'on a pas mal d'autres plateaux à faire, en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez nous proposer, comme ça, brut de fonderie à chaud, une piste de réflexion collaborative qui pourrait donner lieu, pourquoi pas, à un plateau, une rencontre, avec des internautes membres de notre communauté qui sont généralement des décideurs du monde de l'IT, pour qu'on puisse promouvoir cette réflexion, limiter évidemment les risques de rejet que vous évoquiez à l'instant, en faisant de la pédagogie, mais par l'angle évidemment de l'intelligence collective, c'est-à-dire préparer un sujet ensemble, inviter toutes les parties prenantes. Ça pourrait être sur quel sujet? Vous pourriez nous proposer un sujet comme ça? Alors je vais vous en proposer deux. Magnifique. Un sujet qui serait pourquoi pas faire une journée de la cybersécurité, qui touche aussi bien les administrations que les écoles, les lycées, les facs, l'ANSSI et les institutions, qui exposent le sujet pour que ma grand-mère, que madame tout le monde puisse comprendre la problématique et le risque. Deuxième sujet, deuxième proposition. Il y a quelques années, il y a eu une attaque en France sur un virus H1N1 dans le monde de la santé. On a vu qu'on était capable de mobiliser les infirmières, les médecins, les ambulanciers. Si demain il y a une attaque cyber, comment on mobilise aujourd'hui les experts qu'il peut y avoir dans les entreprises publiques, dans l'administration, dans les écoles? Une armée de réserve. Oui, mais pas au sens conceptuel. Comment je mobilise si j'ai une attaque la semaine prochaine? Comment je fais que la personne sort de l'entreprise et que l'entreprise le met à disposition de la collectivité? Deux beaux sujets de débat pour nos prochaines rencontres. Voilà, merci. Alors vous apportez mais vraiment la conclusion idéale à ce plateau. Merci Edouard de vous prêter au jeu des questions-réponses et d'avoir bien adhéré aussi à notre concept collaboratif. Vraiment, je vous en remercie. Chers amis internautes, vous voyez, on plante une petite graine dans la communauté et puis ça donne du verbatim et du contenu positif qui va nous permettre de faire un travail d'explication. On en est tous là, quelle que soit la couche professionnelle à laquelle on appartient. On en est tous là. Alors proposez vos sujets, challengez Edouard qui se fera, j'en suis certain, un plaisir de répondre à vos questions. Et je vous dis à bientôt sur Tech Talk.